On se retrouve dans une vidéo assez particulière parce que je suis en compagnie de mon stagiaire qui a 15 ans. On va pas le filmer pour la vidéo, mais par contre, il va me poser des questions tout à fait légitimes que beaucoup de personnes peuvent se poser, que ce soit pour en commencer en investissement ou dans l'entrepreneuriat ou dans le business ou dans le Web3. Donc voilà, je te laisse commencer par la première question. Tout d'abord, qui es-tu? Alors moi, je suis Elliot. J'ai commencé dans l'investissement très tôt. J'ai voulu faire de l'argent dès que je pouvais. Donc j'ai commencé avec des paris sportifs à l'étranger. Ensuite, ça m'a amené sur le monde de la crypto. Donc ça, c'était, je pense, 2014-2015. J'avais pas d'argent, j'étais mineur. Donc petit à petit, le temps de m'y intéresser. Et puis après, je crois que c'était vers les 2017, je pense, c'est là où j'ai acheté mes premiers bitcoins. Mais avec 10 euros et j'ai fait des petits mouvements à droite à gauche. Et puis 2019, je commence à me former sérieusement en trading. Et puis 2020, là, crash Covid, où je mets toutes mes économies. Puis 2021 et 2022, ça a bien explosé. Et c'est là où je me suis expatrié. Et je suis passé plutôt côté investisseur crypto à investisseur startup, puis levée de fonds startup. Et puis j'ai cofondé aujourd'hui une startup. Donc voilà, je suis passé vraiment de j'ai pas d'argent, investisseur, j'ai de l'argent en crypto, je diversifie sur les startups, je découvre les startups, je me dis ok, je veux continuer là-dedans, je lève des fonds et puis je me retrouve à cofonder une boîte et à être plus côté tech, mais on revient en fermant la boucle vu que c'est de la tech sur le Web3. Donc voilà un petit peu le parcours accéléré. Ok, intéressant. Et je me demandais comment t'es tombé dans le Web3 et la crypto et c'est quoi ton parcours? Ouais, bah du coup je reprends un peu, mais sur le Web 3, donc ça regroupe, on va dire le Web 3, ça veut dire blockchain, donc la tech, ça veut dire la crypto, donc la finance sur la tech de la blockchain. Donc le Web 3, c'est un mot qui englobe un petit peu tout et qui simplifie, euh, au lieu de dire ouais blockchain, crypto, etc., ça regroupe un petit peu tout. Donc moi je suis tombé parce que j'avais besoin d'utiliser la crypto. Sur des sites des paris sportifs à l'étranger, il fallait utiliser la crypto. Et du coup, je savais pas ce que c'était, donc j'ai commencé à en acheter, à l'utiliser, etc. Il y en a qui l'utilisent pour acheter de la drogue à l'époque où il fallait payer avec la crypto. Moi, c'était vraiment pour investir en paris sportifs, même si aujourd'hui je considère pas que c'est de l'investissement, mais à l'époque, en tout cas, oui. Donc voilà. Et pour me renseigner, il y avait pas grand-chose à l'époque. Il y avait Asher qui en parlait. Et Asher, je crois, il avait fait une vidéo genre Ethereum à 7 dollars, faut en acheter, etc. Bon, moi, j'avais pas d'argent. Et puis, la crypto, c'est, tu t'y intéresses. Ensuite, tu t'oublies, tu y reviens. Et ouais, petit à petit, j'ai creusé et, euh, et j'ai vu Bitcoin faire des trucs comme ça. Après, je crois que j'étais en master et j'ai vu Bitcoin crash Covid à 3000 dollars. Je fais, ah ouais, putain, imagine, j'ai un Bitcoin à 20 ans, tu vois, ce serait trop bien et tout. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et en fait, la crypto, il y a ceux qui considèrent que c'est un investissement et il y a ceux qui considèrent que c'est de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que, en fait, tout ce qui est airdrop, farming de points, et puis même travailler en Web3, c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, c'est pas juste tu mets ton argent et t'attends que ça monte. C'est c'est des choses à trouver par soi-même. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est personne va te dire ce que tu dois faire le matin, tu te lèves et peut-être tu vas faire ça, mais peut-être ça va rien te rapporter. Et autant un truc où tu as passé 10 minutes, tu vas peut-être prendre 1000 balles parce que tu as eu un airdrop et tu étais là au bon moment et tu as suivi la bonne hype. Donc c'est pour ça que cette partie entrepreneur sur le Web 3, je trouve que ça fait sens et c'est pas juste de l'investissement où tu mets des billes, c'est où tu peux faire certaines choses qui peuvent te rapporter beaucoup. Tout ça est corrélé à de la hype. Donc la hype, c'est beaucoup de monde, du FOMO qui viennent sur le marché. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait des gros chiffres parce que j'ai pris des gros airdrops. Alors airdrop, ça veut tout et rien dire, mais grossièrement, on te donne la crypto parce que tu as fait un certain nombre de tâches, tu as interagi, tu as fait des choses. Et ouais, moi, on parle de 6 chiffres sur des airdrops au fur et à mesure du temps parce que j'étais là au bon moment, j'ai aidé des projets, j'ai peut-être euh, utiliser aussi mon personal brand pour faire une promotion, j'étais payé en token ou des choses comme ça. Ça, je l'ai quasiment jamais fait, mais je crois que je l'ai fait inconsciemment et du coup, j'ai eu du référal et ça m'a rapporté des tokens. Donc voilà, il y a le côté entrepreneur et il y a le côté investisseur et généralement ceux qui connaissent rien à la crypto et qui font que de l'immobilier et de la bourse disent ouais, bon, crypto c'est de l'investissement mais c'est trop volatile, etc.
il y a le côté entrepreneurial qu'ils connaissent pas. Et pour terminer un petit peu là-dessus, j'aime bien dire, en fait, quand tu travailles, quand tu as un job, soit tu choisis le milieu Web 2, ou soit tu choisis le milieu Web 3. Et le Web 3, généralement, il y a beaucoup plus d'argent à faire. Entre un consultant Web 2 et un consultant Web 3, tu vas doubler le salaire facilement, juste parce que sur le Web 3, il y a plus d'argent, et il y a moins de mecs qui savent faire ça. Donc c'est facile d'aller chercher plus d'argent là-bas, quoi. Ok. Et parce que avant les airdrops ça marchait bien, mais est-ce que maintenant c'est toujours d'actualité ou pas? En fait, c'est des hypes de marché. Du style là, le dernier en date, il y a eu Berachain. Berachain, pour avoir l'airdrop, j'ai pas tout checké, mais je crois que c'était sur le testnet. Donc ça veut dire sur la blockchain qui n'était pas en mainnet. Mainnet, c'est quand elle est live. Testnet, c'est quand tu testes pour voir s'il y a des bugs. Et du coup, pour être éligible, il fallait faire des choses sur le testnet. Avant, il n'y avait aucune blockchain qui ont rémunéré en airdrop sur du testnet. Donc en fait, c'est des hypes de marché qui fonctionnent. Et peut-être dans 6 mois, ça fonctionnera plus. 6 mois après, ça refonctionnera. Donc en fait, on peut pas savoir à l'avance. J'ai envie de dire, là, sur l'année 2024, ça n'a pas trop marché, les airdrops. Il n'y a pas eu beaucoup de distribution d'argent. Ou alors peut-être il y a eu trop de monde qui en ont fait. Donc au final, c'était pas hyper rentable. Oui, il y a toujours moyen de faire de l'argent. Et je pense que pour débuter et commencer à faire ses premiers 1000, 5000 euros, c'est toujours hyper intéressant. Pareil, il y a des layers d'entrepreneuriat là-dedans, où soit tu fais tu vas faire des tâches sur Twitter, soit tu vas faire des tâches avec des tokens, ou soit tu vas faire des tâches avec plusieurs wallets sur différentes blockchains. Et là, si tu prends $100, mais tu as 50 wallets, ça te fait vite des grosses sommes. Donc voilà, il y a ce niveau d'entrepreneuriat où tu peux être le mec lambda, faire le minimum, ou alors tu peux être le mec qui va entreprendre, créer un bot pour farmer différents airdrops, etc. Donc voilà, il y a différentes couches de à quel point tu veux gagner beaucoup aussi. Ok. Et puisqu'on sait que ça change beaucoup, ce secteur, comment tu fais pour rester à jour sur les tendances et les évolutions? Ça c'est compliqué, c'est pour ça que ça rejoint l'entrepreneuriat. Personne va te dire comment faire, et il n'y a pas un site web ou Google qui va te dire ok, fais ça. Même ChatGPT, si tu lui demandes, je sais pas s'il sera pertinent. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me déplace sur des événements crypto. En 2024, j'en ai fait une vingtaine. Et en fait, en allant sur des événements, je sais quel projet dépense en marketing pour être sur le stand. Je peux parler peut-être au fondateur du projet, et j'ai des infos d'insider très importantes qui permettent de voir un petit peu les conditions de marché. Et sinon, Twitter, ça reste un peu le meilleur, mais Twitter, moi je suis pas encore très à l'aise pour prendre des informations parce que j'ai pas les bonnes sources, et c'est toujours difficile de se dire quel est le vrai du faux. Est-ce que tous les influenceurs ils ont pas été payés pour ce projet, etc. Donc voilà, ça c'est quand même compliqué à le faire, mais c'est aussi pour ça qu'en Web3 ça rémunère plus, parce que personne sait faire, parce que personne n'est le roi du monde et personne n'a la science infuse. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent, mais c'est dur d'aller le chercher. Ok. Et comment on voit, par exemple, si je veux investir dans une crypto, dans un projet, comment je vois s'il est legit, si c'est pas une arnaque, etc. Comment je l'analyse? Ça, le plus simple, pareil, tu as des layers d'analyse, soit tu le fais vite, soit tu prends du temps, ou soit tu vas à fond. Aller à fond, c'est pas forcément la meilleure idée, mais le faire rapidement, en fait, tu vas aller sur le Twitter et tu vas voir si tu as des mecs pertinents que tu suis. Je sais pas, tu vois, en France, tu as Asher, le plus gros en youtubeur. En fait, si Asher suit le projet, ça veut pas dire que tu peux pas perdre de l'argent, ça veut pas dire que c'est legit. En tout cas, ça te confirme en mode, ok, déjà, c'est peut-être pas un scam, il y a des chances. Donc voilà. Ensuite, tu as différents layers pour creuser si c'est bien ou pas. Tu regardes la documentation, tu regardes la team. C'est un peu comme analyser une startup au final. Et tu regardes aussi. Alors moi qui bosse sur une boîte très tech avec des mecs hyper carrés dedans, et on a une infrastructure physique, une infrastructure software et des DApp au-dessus. Je maîtrise un peu tout cet environnement, et je sais quel projet, on va dire, je sais la charge de travail qu'il y a à faire sur chaque layer. Et généralement, la plupart des projets, leur charge de travail, elle est zéro. Ils arrivent à lever pas mal de fonds. En tout cas, c'était les dernières années. Mais le produit, il est éclaté, il sert à rien. Et voilà. Mais ça veut pas dire que le projet
même s'il est éclaté, il sert à rien, que tu peux pas faire d'argent dessus, et inversement. En Web3, généralement, on dit toujours que le marketing prime avant la tech, parce que si tu as une bonne tech mais tu sais pas la marketer, bah, ça marche pas. Alors que si tu as un produit pourri mais tu as un bon marketing, ça fonctionne. Ok. Et selon toi, c'est quoi les plus grosses opportunités du coup dans le Web3 aujourd'hui? Pour moi, c'est se former sur un poste, on va dire, que les boîtes recherchent. Voilà, il y a cette dimension entrepreneur, mais il y a aussi cette dimension salarié entre guillemets, même si en Web3, bah, généralement tu peux être payé en token, tu peux être payé en part de la boîte, etc. Donc au final, tu es incentive plus qu'un simple salaire. Et par exemple, moi, j'ai passé une formation de token ingénieur, ingénierie financière, pour manager la partie tokenomics. Et là-dessus, en fait, ça coûte très cher. Genre, si tu fais appel à des prestataires, on parle de 50, 100K ou plus. Et en plus derrière, il faut manager ton token. Donc ça coûte beaucoup d'argent si tu n'as pas du tout les connaissances. Donc, faut prendre un domaine qui nous intéresse, le Web3, tu prends un sous-domaine et puis tu essaies de devenir un peu expert dedans, toujours en adossant un personal branding, parce que c'est comme ça que tu peux te faire connaître et les projets vont t'appeler. Et puis aussi un truc assez intemporel, c'est-à-dire que moi, focus sur la tokenomics, même si je fais pas que ça. En fait, la tokenomics, c'est tout l'environnement autour d'un token, et il y aura toujours besoin de personnes qui savent faire ça, parce qu'un token, dans 5-10 ans, il y aura toujours cette technologie-là, donc un asset financier sur une blockchain, alors que si tu deviens expert, je sais pas, en airdrop, est-ce que ça sera, enfin si tu crées un bot pour les airdrops, est-ce que ce sera toujours d'actualité? Je sais pas, tu vois, c'est des hype marketing. Alors que le token sera toujours là. Pareil sur la tech, développer un site web, ce sera toujours là. Tous les projets en auront besoin. Donc voilà, aller sur des domaines où dans plusieurs années, tu sais que ça sera toujours là, il y aura toujours de la demande. Ok. Donc là, on va dévier un peu dans tout ce qui est entrepreneuriat. Tu nous as parlé de personal branding. Comment on fait pour en créer un qui est bien, qui tient dans la durée? Ça pareil, c'est de l'entrepreneuriat parce que du coup toi tu as déjà essayé, mais YouTube c'est compliqué, c'est miniature, vidéo, avoir la bonne light, avoir le bon décor, avoir le bon ordi, le bon outil pour capturer. Ensuite il faut faire ton montage, faut savoir lisser ta peau pour faire la miniature, donc tu as plein de compétences à savoir. Et la plupart des gens abandonnent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans sans résultat, ils abandonnent. Moi, depuis 2020, je fais des vidéos, donc ça fait 5 ans maintenant à peu près. Et pour autant, voilà, j'ai que 5000 abonnés. Alors, j'ai pas une niche où je vais parler, où je vais être divertissant, donc c'est normal que je parle pas à beaucoup de gens. Mais tout ce que j'ai eu, c'était forcément lié à mon personal brand. Donc, pourquoi en créer un et tenir dans la durée? Faut juste faire, tu vois. Je te disais, la différence entre ceux qui réussissent ou pas, c'est ceux qui font. Parce que ceux qui font pas, au final, t'as rien à montrer, quoi. Donc c'est faire, et plus tu vas faire, plus tu vas t'améliorer. Et faut prendre quelque chose qui nous correspond. En fait, au fond de toi, tu as toujours une sorte de ligne directrice qui te dit, ok, je sais que je veux aller là-dedans. Tu vois, moi, si je dois mettre des mots, ça peut être finance, tech, on va dire santé, biohacking, tout ce qui tourne autour de ça. En fait, ça représente un peu ma vie. Et je sais que si j'arrive à aligner ça dans ce que je communique sur YouTube, ça marche. Donc, si tu es sportif, si tu aimes bien entreprendre, etc., tant que tu fais des sujets comme ça assez globaux, tu sais que tu vas tenir dans le temps et ça va marcher. Et aussi, un point très important, c'est de faire du contenu qui va pouvoir être utilisé dans plusieurs années. Du style, voilà, comment commencer le développement web, peut-être dans 5 ans, ça sera toujours d'actualité. Par contre, dire une vidéo en mode farmer le airdrop de Berachain, j'en sais rien, eh bien, en fait, dans 5 ans, ta vidéo, elle servira plus à rien. Donc, faire des contenus intemporels qui fonctionnent, mais t'es pas obligé de te prendre la tête. Fais des trucs, vraiment les problématiques que tu rencontres tous les jours. Tu sais, voilà, moi j'ai 15 ans, je vais à l'école, mais j'essaye d'entreprendre. En fait, tu partages tes pensées en mode, ok, là je suis rentré tard,
ça fait 2 semaines j'ai pas avancé sur mon projet parce que j'ai trop de devoirs ou je sais pas quoi. Et en fait, tu partages ça et les gens vont se reconnaître en toi en se disant putain, il y a un tel qui a telle problématique et il a mis des mots dessus et du coup tu apportes l'aide aux gens et tu sais que les gens vont te suivre pour ça. Donc c'est voilà, intemporel et faire ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de communiquer. Ok. Dans ce même esprit, tu l'as déjà un peu abordé, mais tu dirais quoi à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme moi à peu près? Prends un domaine qui a de l'avenir. Il y en a plusieurs, mais c'est sûr que la blockchain et la tech, l'IA, c'est le plus prometteur potentiellement. Et tester des choses, genre lance un projet entrepreneurial, ça peut être n'importe quoi, mais juste apprends à faire un site web, un tunnel de vente, essaye de vendre un e-book pour apprendre ce que tu sais faire. Et puis derrière, si tu arrives à faire ce qu'on appelle une application ou un SaaS, donc un logiciel, c'est je pense le plus facile à faire, même si tu fais pas de vente, au moins tu as appris le process et après tu pourras le répliquer pour un projet. Le mieux c'est d'avoir un référent, un mentor pour qu'il te dise ok on fait ça et toi tu appliques, tu exécutes, mais cette personne va t'apporter la vision, le business model, comment faire de l'argent, comment lever des fonds, etc. Et toi tu as juste à exécuter et quand tu es jeune, le but c'est de faire toutes les tâches hyper chiantes qu'un entrepreneur voudrait pas faire, toi tu les fais. Donc développer, coder, faire les trucs chiants où tu te prends la tête, mais le mec il va t'apporter tout le côté business et comment faire de l'argent. Ok, imaginons, j'ai pas de mentor, comment je fais pour en trouver un bon? Moi tu vois j'en ai jamais eu et c'est quand même le dilemme des entrepreneurs où t'es entrepreneur, c'est à toi de trouver par toi-même et c'est pas un mec qui va te guider. Et même si tu trouves un mentor, il va pas te prendre par la main et te dire fais ça, parce que lui il a autre chose à faire, tu vois. Donc le mieux c'est de proposer à quelqu'un et de lui apporter quelque chose. Donc voilà, par exemple tu développes tes compétences de coding, tu vas voir un entrepreneur qui va faire un projet mais qui a pas de compétences de coding et tu lui dis voilà, moi je commence, j'ai envie d'être accompagné sur la partie business, je connais rien, par contre je sais coder, donc moi je peux coder 20 heures par jour, je suis chaud, j'ai envie d'aller à fond et puis on fait un truc ensemble. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de trouver quelqu'un et de lui dire voilà, moi je t'apporte ça, toi tu peux m'apporter ça, viens on fait un truc ensemble, tu vas y gagner, tu vas pas passer beaucoup de temps, juste tu m'aides à choisir, à prendre des bonnes décisions d'un point de vue business. Ok. Mais imaginons, j'ai pas beaucoup de temps, etc. J'ai des études à côté et tu me conseilles de faire quoi, d'organiser comment ma journée par exemple? En fait, faut se mettre dans la tête que c'est un peu la même situation que si tu avais un job. Si tu as un job, tu vas y aller, tu vas le réaliser et tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu as la flemme. C'est un peu le même principe. Il faut juste te dire, mettre dans ton cerveau quelles sont tes priorités. Et si tu arrives à te dire que la priorité, c'est pas l'école, mais c'est ton projet, en fait, tu vas faire le minimum pour réussir à l'école et tu vas toujours avoir ton projet en tête. Mais tu peux trouver des parallèles en te disant, ok, l'école, j'apprends, je sais pas, à parler à l'oral en anglais. Est-ce que ça peut servir ton projet? Généralement, toutes les matières, ça peut servir d'une façon ou d'une autre. Donc tu vas dire, ok, l'anglais, ça me saoule, mais je sais que pour mon projet, j'en ai besoin. Donc j'apprends et je vais peut-être apprendre des termes anglais pour mon projet. Au lieu d'apprendre à dire il fait beau, tu vas apprendre à dire crypto, Web3, coding, etc. en anglais parce que ça va servir ton projet. Donc trouve toujours prioriser la chose qui tient le plus à cœur et faire un lien entre l'école ou le travail que tu n'aimes pas trop avec ton projet. Où est-ce que tu peux trouver des liens? Il y a toujours des liens à trouver, mais c'est vraiment ce schéma mental de dire faut que je trouve des liens et pas que tu te dises ok, l'école ça me saoule, donc je fais rien, parce que tu vas être dans une mauvaise énergie pour faire ton projet ensuite. Donc essayer de trouver une synergie entre les deux et te dire ok, j'apprends ça à l'école et je sais que peut-être même 1% de ce que j'apprends à l'école, je vais pouvoir l'appliquer dans mon projet et comme ça tu vas garder la motivation sur les deux. Ok. Et comment tu fais, toi, pour être hyper efficace, productif sur des tâches, ne pas perdre de temps, même quand on est fatigué ou pas motivé? Moi, je pense pas que je suis hyper productif. Surtout, ça dépend dans quoi. Parce que moi, j'ai passé plusieurs années, on va dire, sur purement le côté financier, donc on va dire trading.
même s'il n'y avait pas que ça. Et je me considère pas du tout trader. On va dire trading crypto, un peu entrepreneurial, où c'était je me lève, je regarde les courbes, je regarde les hypes de marché, s'il y a des airdrops à faire, des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas du tout efficient et en fait, tu vas scroller Twitter, tu vas regarder des groupes et tout. Donc, tu perds énormément de temps et en plus, je sais pas, ça te prend toute ton énergie. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus j'essaye de me faire des espaces mentaux où j'essaye de privilégier, on va dire, mon bien-être et d'avoir le moins de tâches à faire possible pour pouvoir hyper focus dans certaines tâches. Après, aujourd'hui, j'ai une position où voilà, je suis plutôt, on va dire, chef de produit Web3, donc je m'occupe de trouver quel produit est le meilleur et quand lancer, en fonction du timing de marché. Et sur cette partie, j'ai besoin d'être hyper focus, donc je vais déléguer des tâches à d'autres personnes. Après, je t'avais montré une matrice, je crois, elle s'appelle matrice, c'est pas décisionnelle, mais c'est matrice priorité, un truc comme ça. Et en gros, si c'est pas urgent et pas important, bah la tâche tu la dégages. Si c'est, enfin bref, checkerai en ligne, mais globalement, si la tâche doit être faite maintenant, faut la faire maintenant. Si elle peut être faite plus tard, bah, on la planifie. Et si elle n'est pas importante, bah, on la délègue. Et comme ça permet de trier un petit peu les tâches de manière assez rapide en mode, ok, ça, en fait, je m'en fous, ça va pas m'apporter, donc je la dégage et puis j'avance sur d'autres plus importantes. Mais voilà, il y a des trucs en ligne à checker sur matrice décisionnelle, matrice de priorité pour se dire, ok, ça au final, ça va rien m'apporter. Est-ce que je dois le faire? Oui, non. Non, bah ça dégage et comme ça je peux avancer plus facilement. Mais sur la partie, on va dire concentration et faire quand j'ai pas envie, en fait la fatigue mentale, et je parle beaucoup d'énergie mentale, c'est pas d'un point de vue timing, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vont dire j'ai pas le temps. Moi je préfère dire j'ai pas pris le temps parce qu'au final on a toujours le temps et il y a toujours des temps dans la journée où on fait pas grand chose. C'est parce qu'on a besoin d'espace dans notre mental et d'avoir une énergie mentale clean. Et du coup, le but, en tout cas pour mes tâches actuelles, c'est d'enlever toutes ces tâches parasites. Soit je les délègue, soit je les fais plus tard, ou j'aime bien les faire en amont pour préparer le travail que je vais faire peut-être le vendredi, parce que je sais que je vais être hyper focus, je vais travailler peut-être 3-4 heures, mais je sais que ça m'aura fait gagner peut-être un mois. Donc des fois, je fais tous les trucs chiants, et puis je vais me coucher, et le lendemain, je me lève, je prends pas mon téléphone, et je focus sur cette tâche. Donc moi, je fonctionne de cette façon, et ça fonctionne assez bien. Mais la notion de sommeil est quand même important, où des fois, je sens que je suis fatigué, et en fait, pour faire une tâche qui m'aurait pris 1 heure, je vais prendre 5 heures, parce que j'avance trop lentement. Donc vaut mieux se reposer, pour ensuite réenchaîner le lendemain, par exemple. Ok. Et c'est quoi ou les trucs qui ont fait que tu as réussi et que tu as continué Bah déjà, réussir, ça veut un peu tout rien dire. De toute façon, on en parlera sur le côté financier après. Mais en fait, c'est pas le financier. Alors, certes, ça met un chiffre et ça peut te conforter d'une certaine façon en mode, ok, j'ai réussi parce que j'ai tant de chiffres. Mais c'est plus, tu as un projet, est-ce que tu l'accomplis ou pas? Et avec qui tu l'accomplis? On parle souvent la finalité d'un objectif. En fait, quand on y arrive, ensuite on perd un peu sens à la vie, on se dit merde, qu'est-ce que je fais, tu vois? Comme les retraités, ils ont travaillé toute leur vie pour attendre la retraite, et quand ils sont à la retraite, bah tout s'arrête et ils ont rien prévu d'après, parce qu'ils ont pas prévu, ok, je fais un autre projet. Donc ce qu'on dit, c'est le chemin est important et c'est là où tu kiffes, et la finalité en fait c'est vraiment le pire des choses et tu veux pas arriver à la finalité. C'est comme tous les mecs qui disent ouais je veux faire 1 million. Quand tu arrives à 1 million, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plus rien de ta vie, etc. C'est pareil, c'est genre la finalité, c'est le pire des choses. Donc c'est vraiment quand tu es dans ce chemin que c'est le meilleur. Et ce que je rajouterais, c'est plus avec qui tu fais le chemin, bah, c'est ça qui compte le plus. Parce que c'est là où tu peux apprendre le plus, c'est là où tu peux construire des vraies connexions et avoir, on va dire, un maximum d'avantages d'une certaine façon. Ça peut être
amical, financier, aide, soutien, moral, etc. Donc c'est vraiment avec qui tu fais le chemin qui compte le plus. Je sais plus exactement la question de base laquelle c'était. La question de base, c'était c'est quoi les trucs qui ont fait que tu as réussi? Ouais, et qui m'ont fait tenir. Ouais. En fait, c'est toujours d'avoir un projet, c'est ça qui compte. Mais j'ai eu des downs quand je savais pas quoi faire, quand je me cherchais un peu. Tu vois, dernier bull run, j'ai bien réussi. Après bear market, j'ai perdu beaucoup d'argent. En fait, si j'avais rien pour m'accrocher, ça allait être compliqué. Dans le bear market, j'ai écrit un livre, j'ai lancé un club, j'ai fait plus de chaînes YouTube, etc. Parce que j'avais d'autres projets. Et donc le but, ouais, je pense, c'est toujours d'avoir un projet long terme. Et dans ce projet long terme, tu peux avoir plein de sous-projets à faire. D'accord. Et un truc qui est un peu lié aussi, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur et qu'est-ce qui te pousse à continuer encore? Moi, j'ai jamais voulu parce que du coup, j'étais investisseur et le seul truc, c'était quand même le salariat, on va dire. Je pense qu'il y a des formes de salariat qui sont bien, il y en a d'autres non. Mais voilà, quand tu te lèves et tu fais toute la journée, tu te donnes toute la journée de ton temps, chaque jour, à un patron. Et en fait, le projet ne t'anime pas forcément. Et tu sais que la finalité du projet, ça va pas te faire kiffer. Je pense que le seul truc qui peut te faire tenir, c'est tes collègues, justement. Donc ça revient à, c'est pas la finalité, c'est pas le chemin, mais c'est avec qui tu fais le chemin. Euh, eh bien, ouais, c'est vraiment cette notion de, faut que tu sois accompagné d'une bonne façon pour pouvoir faire ton chemin. Ouais, répète ta question. Qu'est-ce qui t'a motivé à Ouais. devenir entrepreneur et qu'est-ce qui te pousse à continuer? Donc ouais, moi j'ai fait du salariat en alternance. Même si j'ai quitté rapidement, j'ai travaillé, enfin j'ai dû faire je sais pas une quinzaine de jobs différents en étant étudiant. Et bon, j'ai rapidement vu que ça me plaisait pas de faire ce chemin. Alors voilà, les collègues éventuellement oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, donner mon temps pour un patron et sa vision, pas forcément. Donc il y avait ça qui me dérangeait un peu. Mais voilà, j'ai réussi, on va dire d'une certaine façon, à être à l'aise financièrement avec cette partie investissement. Et je me suis expatrié parce que c'était pas la finalité de juste faire de l'argent. Je me suis expatrié et là j'ai rencontré des entrepreneurs et j'ai grandi petit à petit. Et aujourd'hui, je suis on va dire un niveau d'entrepreneuriat assez élevé. Il y a toujours des échelles dans plein de trucs et ça sert à rien de se mettre des étiquettes, surtout niveau chiffres. Mais en tout cas, vu que je suis entrepreneur dans une start-up, on parle levée de fonds, on parle incubateur, on parle avoir des bureaux dans les pays de l'Est, en Inde, aux États-Unis. Donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat avec plein de galères. C'est pas et je dénigre pas, c'est des modes de vie différents. Et peut-être tu vois que toi ça te correspondra, j'en sais rien. Mais juste coder, être freelance et faire tes 10-15 000 euros par mois net, mais travailler 4 heures par jour, c'est très bien, tu vois. Et moi je pense que le but c'est aussi d'arriver un peu à un truc comme ça, plus dans une situation où je dirige certaines choses d'un point de vue stratégique. Mais moi, je suis vraiment passé de investisseur à entrepreneur, mais entrepreneur direct dans la start-up, là où c'est le plus galère. Ça se trouve, la boîte, dans 2 ans, elle est morte. Donc voilà, faut se bouger le cul et c'est pas en mode je fais du freelance, je sais que j'ai des rentrées qui tombent tous les mois, je cherche une mission à droite à gauche, etc. Qui est une vie, on va dire, plus calme, peut-être un peu moins stressante. Donc voilà, moi c'est vraiment les projets qui me stimulent, mais je l'ai su parce que j'ai investi, bear market, je me suis ennuyé, j'ai essayé de faire des trucs par moi-même, donc du petit entrepreneuriat, mais rien n'est, je néglige rien, mais j'ai fait un club, j'ai fait mon personal brand, je vends un livre. Donc c'est du petit business, on va dire, en termes de galère, comparé à voilà avoir une boîte. Là, on a une vingtaine de personnes qu'on gère dans la boîte, donc en mode start-up. Donc les mecs, faut les gérer. Un coup, tu leur dis ça, le lendemain, tu changes complètement
la direction, donc eux, faut qu'ils changent tout et ils pètent un câble parce que c'est dur de changer du jour au lendemain, c'est de la start-up. Donc voilà, je suis passé un peu par toutes les étapes et aujourd'hui, la start-up, ça me stimule pas mal. Donc voilà, mais on en revient toujours à toujours avoir un projet parce que si t'as pas de projet, tu te fais chier. Et bon, il te faut aussi des périodes où tu te fais chier pour trouver ton projet. Mais voilà, le but c'est toujours d'avoir un projet en tête, un long terme, et puis des petits objectifs court terme. D'accord. Et c'est quoi le moment où tu as vraiment eu le déclic de passer de salarié à investisseur ou entrepreneur? Du coup, comme je t'ai dit, j'ai pas eu de déclic, hein, c'est plus les opportunités, les finances, et puis ce qui est arrivé sur ma route. Donc ouais, c'est vraiment coup d'opportunité et des fois il faut savoir prendre les opportunités même si t'es pas forcément destiné à ça de base. Si tu veux tester l'opportunité, c'est à toi de la faire. Si tu veux pas, tu restes chez toi et tu fais rien quoi. Ok, ça marche. Et tu penses quoi des business tendances comme l'OFMIA ou les vidéos TikTok créées avec l'IA, etc. Tous les trucs comme ça? Déjà j'ai pas TikTok donc je connais pas tout. Mais ouais, donc c'est des, on va dire, petits niveaux d'entrepreneuriat. Pareil, c'est pas pour négliger, c'est juste pour dire que la tâche est très faible. Et puis, je passe par là et beaucoup passent par là et c'est très bien. Du style, faire de l'affiliation par email sur une landing page, c'est différent que faire le produit, le délivrer et gérer le service après-vente. Généralement, l'affiliateur, c'est juste le mec qui push le produit, alors que derrière, tu as tout ça. Donc, que ce soit de l'affiliation, que ce soit au FMIA, c'est encore pire où tu gères même plus les meufs. Bon, j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est le plus galère dans ce business. Donc si tu fais de l'OFM, donc c'est OnlyFans Manager avec une IA, au final tu peux rester chez toi, parler à personne et développer tes trucs. Donc c'est des petits niveaux d'entrepreneuriat. Généralement là-dedans il y a très peu de personnes qui s'épanouissent parce que c'est hyper chiant à faire comme taf. Enfin, parler à des mecs pour vendre des photos, des vidéos, etc. C'est horrible. Et d'un point de vue business, t'apprends pas énormément de choses, t'apprends pas mal sur la psychologie des personnes, de ceux qui vont acheter, oui. Mais voilà, si t'es vraiment dans une détresse, il faut faire de l'argent et tu veux commencer, pourquoi pas, ça fait une première expérience. Après, généralement, les gens ils restent pas là-dedans des années, quoi. Et puis tous ceux qui en parlent beaucoup sur TikTok et tout, en fait, ils ont pas d'intérêt à en parler. S'ils en parlent, c'est qu'il y a une formation à vendre derrière ou autre. Mais bon, c'est le jeu, tu vois. C'est ceux qui montrent, je fais tant en trading, ils vont te vendre un truc derrière. Ceux qui te montrent, moi je parle de start-up, bon, c'est un peu plus galère de montrer des chiffres en start-up vu que c'est plus long terme. Mais généralement, c'est que derrière, je vais te vendre un truc d'une certaine façon. Moi, j'ai pas d'offre à proprement parler, mais j'ai un livre et il y a des personnes qui co-investissent avec moi. Mais voilà, c'est le même principe. Chacun vend son truc pour dire, voilà, moi je fais ça, donc faites comme moi. Moi je fais ça, donc faites comme moi. C'est comme ça que tu peux faire pas mal d'argent, en tout cas en ce moment sur ces années. C'est un peu l'effervescence de je te montre ce que je fais, derrière je te vends pour faire comme moi. Ok. Donc là, on va aller un peu plus niveau startup. Toi, quand tu investis dans une startup, c'est quoi les critères que tu regardes avant d'investir? Moi, je fais deux types d'analyse, soit l'analyse d'opportunité ou l'analyse plus fondamentale de la boîte. Il n'y a pas d'analyse technique du coup, puisque l'analyse technique, c'est les courbes. Et une startup, c'est pas coté en bourse, donc il n'y a pas de cotation en temps réel. L'analyse d'opportunité, c'est je check rapidement quel type de boîte, est-ce que c'est sur un marché IP, est-ce qu'il y a du FOMO, est-ce qu'il y a déjà des investisseurs, etc. Genre généralement, tu vois, je sais pas, les applications de rencontres ou les applications mobiles ou les trucs comme ça, moi je suis pas du tout fan. Parce qu'en fait, les mecs ils vont galérer à s'implanter sur le marché. En plus, ceux qui viennent pour lever des fonds pour ce genre d'app, en fait, ils peuvent bootstrap. Donc bootstrap, ça veut dire créer la boîte et faire du chiffre à partir de zéro sans lever de fonds. Il y en a qui créent même pas de communauté, ne sondent même pas leurs clients, leurs utilisateurs pour savoir si le produit est bien, tu vois. Donc voilà, j'ai cette analyse rapide et puis j'ai l'analyse plus poussée où je vais essayer de discuter avec le fondateur, je vais voir s'il y a des synergies à faire, si je peux lui apporter, si je peux peut-être l'aider sur la levée de fonds.
si je peux peut-être l'advise d'une certaine façon. Alors, je l'ai pas fait pour, enfin, je l'ai fait, on va dire, pour, allez, 3 startups. Donc, je peux pas dire que j'ai un gros background dessus, mais en tout cas, euh, je vais plus dans les détails et j'essaie de voir si je peux lui apporter autre chose que juste du financier. Ok. Et est-ce que quand justement tu investis dans une startup, est-ce que tu as des stratégies derrière? Tu sais, par exemple, quand tu vas sortir, ou etc. Bah, ça, c'est bien de le prévoir, mais moi, non. Après, je te dis non, mais c'est comme sur la crypto, tu vois, j'ai pas de stratégie de sortie unique, j'en ai plusieurs, j'ai différentes indicateurs que je suis, on va dire, mais ça s'adapte et ça change très souvent. Et quand je dis que j'ai pas de stratégie, c'est qu'en fait, j'en ai une, mais je peux pas te l'expliquer comme ça. J'ai ça, ça, ça. C'est parce qu'en fait, je prends expérience de mes expériences passées pour prendre une décision en fonction d'un ressenti global, mais qui se base sur des expériences. Donc, j'ai pas une stratégie nette, mais en tout cas, je sais à peu près ce que je fais. Après, sur la startup, généralement, tu es un peu dépendant du CEO et de ce qu'il a prévu pour ta sortie. Donc voilà, sur la startup, il n'y a pas trop à se prendre la tête de dire ouais, je vais essayer de sortir là, 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 puisque c'est pas trop à toi d'en décider quoi. Ok. Et je sais, tu avais fait une levée de fonds, tu en avais organisé une. C'est quoi la plus grosse erreur qu'un entrepreneur, un CEO, etc. peut faire en cherchant des fonds? C'est de pas se former. Et si tu veux pas te former, faut que t'entoures de quelqu'un, donc comme moi par exemple. Euh, Parce qu'en fait, y aller, en fait, lever des fonds, c'est vraiment un taf à part entière. Et généralement, on dit qu'une boîte, suivant la grosseur, pour lever des fonds, ça prend 1 an. Donc en fait, si pendant 1 an, tu es focus à lever des fonds, tu ne veux pas être focus à développer ta boîte. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ça te prend énormément d'énergie mentale, beaucoup de compétences nécessaires. Faut que tu saches vendre, te vendre. Faut que tu saches le légal. Faut que tu saches à qui t'adresser. Donc c'est des compétences très compliquées. Et il n'y a pas de solution miracle. Et ouais, c'est soit tu te démerdes avec des fonds publics ou des fonds d'investissement, mais ils vont te faire chier. Soit tu le fais avec des business angels, ce sera plus simple pour l'avenir, je pense, mais ça va être très long et fastidieux. Ou soit tu t'entoures de quelqu'un qui va t'aider à le faire, moyennant une certaine commission. Mais c'est le plus simple, mais ouais, faut vraiment pas le prendre à la légère et ça prend toute ton énergie, quoi. Tu peux pas te dire, je continue ma boîte et je lève des fonds en même temps. C'est très compliqué. Ok. Du coup, toi, tu t'es formé ou pas pour faire cette levée de fonds? Alors, du coup, moi, j'avais déjà levé des fonds auparavant, mais sur des sommes inférieures. Là, la dernière, c'était 2 millions. Et oui, je me suis formé puisque je me sentais pas du tout suffisamment à l'aise pour faire cette somme-là. Mais après, pour se former, pareil, en fait, pour moi, c'est exclusivement sur le terrain, 90% sur le terrain, donc à tester. Tu pitches le projet, tu vois que ça passe pas, donc tu vas changer la façon dont tu en parles, etc. Et puis, des fois, ça peut prendre 6 mois pour que tu trouves l'angle à qui ça parle, parce que les gens ils vont te poser des questions, donc ça veut dire que tu n'as pas répondu à leurs attentes, donc il faut que tu inclues leurs attentes dans ton pitch deck, dans ce que tu racontes. Mais le seul truc que je peux donner, du coup, c'est un livre que j'ai lu en français, je sais plus comment il s'appelle, mais en anglais c'est How to Pitch, et je crois que c'est un mec qui a levé, je sais plus, peut-être un truc genre 700 millions dans sa vie, et qui donne des tips sur les profils d'investisseurs, comment réagir, etc. Donc voilà, la seule formation, on va dire, sur papier que j'ai prise, c'était ce livre-là. Mais sinon, ouais, c'est en essayant sur le terrain, à essayer et à me tromper, quoi. Ok. Donc là, on va revenir un peu dans l'entrepreneuriat, plus niveau lifestyle cette fois. Comment tu fais pour rester en forme malgré que tu aies un emploi du temps chargé? Du coup, si on parle plutôt hygiène de vie globale, physique, supplémentation, nutrition, et puis sommeil, ça rentre énormément en jeu. Donc déjà là sur cette chaise, je passe des heures dessus et clairement je préférais faire autrement, mais bon en ce moment lancement d'une startup, d'un premier produit, etc. Ça prend beaucoup de temps, donc je suis obligé d'être un peu en mode sédentaire et pas beaucoup bouger. Mais du coup ça nuit beaucoup à rester en forme.
Donc rester en forme, je t'ai donné un peu ce que je faisais. Par exemple, le matin, j'ai une petite routine mobilité. J'ai du mal à la mettre en place, mais j'essaie de la mettre en place de plus en plus. Euh, Parce que ça réduit ta fatigue périphérique autour de la colonne et ça te réveille mieux. Euh, J'essaie de faire 2 séances de grosse méditation, donc au moins 1 heure, 2 fois par semaine du coup. Ça permet de faire redescendre, on va dire, ton niveau d'activité cérébrale où tu vas tout le temps être en tout cas pour ma part, j'ai des nuages de pensée qui tournent tout le temps. Bah, le but dans cette séance, c'est d'écarter ces nuages, d'écarter tes pensées et de te laisser de l'espace libre justement pour être focus sur une tâche ou te laisser euh, un espace et on va dire avoir des réponses tout seul. Donc en gros, du style, voilà, je sais pas, c'est en beer market, tu sais pas quoi faire, ou alors tu as un objectif, eh bien, tu attends, tu fais cette méditation et tu vas voir cet espace, et dans cet espace, tu vas laisser ton esprit divaguer, et il va peut-être divaguer vers quelque chose de, tiens, il y a 2 ans, j'avais pensé à faire ce projet, je l'ai pas fait puisque j'avais pas le temps, bah là peut-être j'ai le temps de le faire. Donc la méditation, pour moi, c'est vraiment te laisser un espace pour laisser ton esprit divaguer et te guider vers telle ou telle chose. Donc voilà, ça fait partie de ma routine. Et ensuite, le sport, bon, j'essaie de faire au mieux, j'ai un coach, etc. Et soit je fais de la salle, ou soit je m'entraîne un peu chez moi. Mais pour là, je préférais faire beaucoup plus, mais voilà, je fais comme je peux. Mais donc, une hygiène globale, c'est dormir, mobilité, sport, et aussi tout ce qu'il y a autour, donc nutrition et complémentation. Nutrition, pareil, je suis ultra suivi là-dessus. C'est très corrélé à mon neurotype. Donc le neurotype, pareil, pour pas trop détailler, c'est en fonction de mes neurotransmetteurs, comment ils fonctionnent, comment je réagis par rapport aux hormones du stress, etc. Et du coup, on va faire en sorte, pour donner un peu plus de détails sur ma routine, je mange quasi rien le matin, un tout petit peu de lipides pour avaler mes vitamines, etc. pour que je les absorbe mieux. Ensuite, le midi, là, on m'envoie protéines avec des aliments assez quali, donc un petit peu caloriques suivant ce que je mange, mais ça peut être voilà, sardines, maquereaux, du poisson blanc, mais qui donne pas mal de vitamines. Du fromage pour me caler le ventre, par exemple des carottes, mais toujours pas de vrais glucides, on va dire à proprement parler. Ensuite, collation dans l'après-midi, et le soir, c'est là où on met un peu le max avec un petit peu de glucides. Pareil, moi je réagis assez mal au surplus de glucides. Mais voilà un petit peu. Et tout ça, c'est très corrélé à ce que j'ai besoin. Mais pour savoir, en fait, il faut que tu testes plein de choses et que tu vois, dans 5-10 ans, peut-être tu sauras à peu près comment ton corps fonctionne. Et c'est là où tu pourras dire, ok, là j'ai une bonne routine et je continue à faire ça. Ok. Tu as déjà ressenti un burn-out ou... Et si oui, comment tu l'as géré, comment t'es revenu, etc. Ouais, c'était du coup l'an dernier. Alors pareil, avec les mots genre burn-out et tout, c'est des mots plutôt médicaux et je suis pas du tout expert pour en parler. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti sur l'an dernier, c'est que surtout pour la levée de fonds, voilà, moi, ça m'a pris toute mon énergie et pour autant, la boîte tournait encore puisque il y avait le CEO, etc., qui continue de la faire tourner. Et moi, focus sur la levée de fonds. Et en fait, j'ai ressenti je sais pas, une sorte de ras-le-bol, mais je sais que ça faisait plusieurs semaines que ça durait et en fait, j'étais tellement pas efficace que pour faire une tâche qui prenait 1 heure, j'allais peut-être mettre 10 heures. Donc c'est comme ça que j'ai ressenti ce burn-out, si je peux l'appeler comme ça. Et du coup, on va dire tout simple, c'est de plus rien faire pendant. Alors moi, j'ai fait pendant 5 jours, je crois, ou alors faire un truc complètement différent qui te sort de ta routine de base. En mode, tu vois, tu prends pas l'ordi, tu prends pas ton tel, tu fais des activités complètement à part. Et moi, ça m'a bien reset et je suis bien reparti. Et puis voilà, donc ouais, changer complètement de routine. Ok. Et c'est quoi ta plus grosse erreur que t'as fait et c'est quoi que t'as retenu? Par rapport à quoi? Entrepreneurial? Ouais. Euh, Entrepreneurial,
ouais, remarque, c'est mauvaise association. Penser bon, après, c'est tomber sur des mauvaises personnes, mais il y en a beaucoup plus que des bonnes personnes. Penser que les mecs, ils veulent ton bien. Au final, c'est juste pour t'incentive pour rien et derrière, tu sais que tu n'auras jamais rien en retour. Donc ouais, les mauvaises associations, faut faire très attention. Mais il n'y a pas de tips pour anticiper ça et enfin, il n'y a rien pour se prémunir. Donc en soi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est la vie et puis c'est comme ça, quoi. Ok. Et à quel point dans le business, dans ce que tu fais dans l'entrepreneuriat, le mental, il joue un rôle du coup? Bah, je pense que c'est ouais, si on peut l'appeler mental ou discipline ou peu importe. Après discipline, j'aime pas trop dire parce que ça fait un peu routine en mode ouais, faut se lever à 6 heures, faut faire ça, ça, ça. Moi, je suis pas trop comme ça. Mais en fait, ouais, le mental parce que tu te lèves et il y a personne qui va te dire fais ça, il y a personne qui va te dire aujourd'hui tu dois faire ça, ça, ça. C'est à toi tout seul et chacun le gère au mieux. Mais c'est ce qui fait la différence entre un mec qui va réussir, c'est qu'il va le faire un truc instinctivement sans qu'on lui dise. Et même si c'est peut-être pas kiffant par moment, bah, tu le fais quand même parce que tu sais que derrière ça accomplit ton projet, ta vision long terme. Euh, voilà, en fait, personne te pousse. Tu pourrais aller travailler pour quelqu'un d'autre, mais bah, c'est ton mental qui doit te garder justement pour te dire ok, je continue ça parce que je sais où je veux aller, même si ça paye pas aujourd'hui, si ça paye pas dans 1 an ni 2 ans, ça payera peut-être dans 3 ans. Donc des fois, tu vas travailler pendant plusieurs mois, plusieurs années pour rien, en espérant d'être payé un jour ou pas. Mais en tout cas, voilà, on en revient à c'est le chemin qui compte et avec qui tu le fais, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça fait d'être millionnaire et quels conseils tu donnerais à ceux qui ont comme but ou qui veulent l'être? Bon, ça change rien hein, si tu passes de 600 000 à 1,2, il n'y a rien qui change, tu vois. Euh, En fait, si tu prends, peu importe le chiffre, tu vois, je parle de 600 000, mais ça peut être allez, 300, 500. C'est un chiffre où tu deviens confortable pour t'expatrier potentiellement. Mais en fait, si tu as cette somme-là et que 2 ans après, tu as le double, mais qu'en fait, pendant 2 ans, t'as rien fait, ou t'es juste allé à la plage, ou t'as juste été en beach club pendant 300 jours, bah, en fait, ton argent, il a servi à rien, tu vois. Alors que si tu as 500 ici, dans 2 ans, tu as toujours 500, mais tu as vécu plein de choses, tu as peut-être lancé une boîte, elle a craché, tu t'es associé, ça n'a pas marché, tu as voyagé, tu as vécu des choses, des expériences, bah là, c'est ce qui compte, tu vois. Et si on prend un truc plus long terme, euh, est-ce que tu préfères avoir, enfin, tu vois, entre avoir 500K aujourd'hui et, euh, et vivre des choses, mais à la fin de ta vie, il te reste 500K. Donc en gros, pendant 50 ans, tu as peut-être créé de la valeur, mais tu l'as utilisé pour vivre des expériences. Ou avoir 500K aujourd'hui, et à la fin de ta vie, tu as peut-être 50 millions, mais tu n'as rien vécu, ou alors tu as moins vécu puisque tu as peut-être moins dépensé. Bah, en fait, quand tu es mort, ton argent, il sert plus à grand-chose, tu vois. Après, il y a quand même cette notion de clairement les jeunes plutôt sous la trentaine qui disent ouais, faut profiter, c'est maintenant, etc. Euh, voilà, il y a des visions différentes, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est sûr que si tu profites à l'instant T, bah, tu n'arriveras jamais à créer de la valeur, à être focus, à travailler sur ton business et à avoir des finances qui vont te donner un accès à des expériences que tu pourrais pas avoir si tu n'avais pas ces finances-là. Ok. Et toi, personnellement, est-ce que genre, tu te prends des vacances personnellement ou genre tu penses plus du tout à ton boulot, etc. Non, bah, surtout en start-up entrepreneurial, c'est un peu compliqué où en fait tu as ton projet à toi, tu as un timing de marché à respecter et tu sais que si tu ne fais pas maintenant, c'est peut-être mort. Donc, ouais, c'est compliqué là-dessus. Après, prendre des vacances, ouais, c'est vraiment déconnecté, non, pour moi non. Mais après, voyager, et aller dans un autre pays, travailler le matin et puis visiter l'après-midi, pourquoi pas, tu vois. Mais ça, je peux le faire. Bah, il suffit que je manage mon temps et puis je peux le faire. Donc,
tu vois, même cette notion de vacances, en mode faut que tu poses des vacances, faut que tu dises à un tel que tu vas en vacances, bah ça moi je connais plus. Je gère mon temps comme je veux et si je veux bouger, je bouge quelque part quoi.